cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brézet, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. J'ai oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live consacré au débrief de l'étape de Ruhpolding. 5 jours de compétition et pas mal d'enseignements à en tirer. La course au gros globe se décante de plus en plus avec une Marthe Rosland toujours aussi dominatrice malgré la concurrence féroce d'Elvira Heuberg et surtout, chers compatriotes, un biathlète français qui s'est envolé sur cette semaine allemande et qui a déjà, on peut le dire, 2 doigts de poser sur le globe de cristal, j'ai nommé Quentin Fillon-Maillet. On n'oubliera pas également le relais français chez les dames qui n'en finit pas de briller. Pour évoquer ces sujets autour de moi, Raphaël est dans la place. Salut Raphaël, en forme ? Salut, bah écoute, toujours en forme, un beau petit week-end qui a fait bien plaisir d'un point de vue temps et d'un point de vue performance, donc toujours au taquet. Parfait. Également à nos côtés, Emrico. Salut Emric, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien, prêt à analyser les performances de Borut Nounar après ce joli week-end de course. Ouais, bah oui, mais tout compte Emric, tout compte. Tout compte, Okay. La moindre seconde. Ok, bon enfin la touche féminine de l'équipe, elle signe son grand retour sur ce podcast. Salut Marine, ça farte ? Bah écoute, ça commence à aller bien, ouais. Je suis plutôt satisfaite du week-end, donc ouais, un plaisir de revenir sur le podcast. Enfin, ça fait longtemps que c'est vrai que je suis pas venue. Ok. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. Donc Romain n'est pas là avec nous aujourd'hui. Il a choisi de faire l'impasse en vue des JO pour être en pleine forme et bien sûr, on l'embrasse. Allez, au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, on fera un retour sur les résultats de la semaine. On enchaînera ensuite sur la Coupe du Monde Homme et donc Quentin Fillon-Maillet qui est en train de s'élever au-dessus de la mêlée. Et puis on parlera également des autres Français et du relais masculin. On parlera également des autres athlètes du week-end chez les hommes. Avant de passer aux dames, ces dames qui ont notamment brillé sur le relais. On essaiera de savoir si c'est quelque chose de bon augure pour le relais olympique. Et puis, bien évidemment, on parlera également de la course au général, même si un certain statu quo s'est mis en place sur cette semaine allemande. Bien évidemment, on fera un petit détour par les BU Cup, encore de beaux résultats cette semaine chez nos Français, et on vous annoncera le programme de la semaine à venir, avec 2 échéances, une en Italie pour la Coupe du Monde, et une en Slovénie, à Pokljuka, pour les championnats d'Europe junior. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Et donc, on commence par les résultats du week-end. Emric, on t'écoute. Alors, on a commencé cette semaine avec des sprints qui ont vu les victoires chez les femmes de Elvira Heuberg devant Marthe et Doro. Côté tricolore, ça a été plutôt bien, avec Justine qui prend la 5e place et Nanas la 7e. Chez les hommes, Quentin s'est imposé juste 7 secondes devant Bénédicte Doll et 3e place Anton Smolski. On note aussi les belles performances de Éric Perrault qui décroche son premier top 10 en terminant 8e et Simon Détiaux 9e. Par la suite, on a eu des relais. Donc chez les dames, encore une victoire des Françaises qui s'imposent avec seulement 4 pioches devant la Suède et la Russie. Les hommes, eux, n'ont pas pu faire mieux qu'une 5e place d'un relais remporté par la Russie devant l'Allemagne et la Biélorussie. Et enfin, en clôture, on a eu le droit à des poursuites qui ont vu donc chez les dames une nouvelle victoire de Marthe devant Elvira et Anna. Première française, Anaïs Bescon termine 4e. Mais on a aussi 2 autres tricolores dans le top 10 puisque Julia et Justine terminent l'une devant l'autre 8e et 9e. Et chez les hommes, encore une victoire de Quentin Fillon-Maillet sur une poursuite. Il l'emporte devant Alexander Loginov et Anton Smolski. Et on note aussi la 4e place de Simon Détieux.
Merci Emeric. Allez, on passe à la Coupe du Monde. Avant de se concentrer sur ces messieurs, hein, première question, quelle a été votre course du week-end? Allez Raphaël, on t'écoute. Honnêtement, c'était un peu compliqué parce qu'au début, je voulais parler du relais homme parce qu'il s'est quand même passé pas mal de dingueries pendant ce relais et c'était assez marrant. Mais je pense que je vais garder la poursuite homme avec cette victoire de Quentin qui était très très belle. Et en fait, surtout parce qu'il y a eu quand même du suspense, surtout dans le dernier tour avec avec Strolia qui se fait notamment remonter. Et, ouais, j'ai bien aimé. Il y avait quand même du suspense tout au long de la course et même si du coup c'est vrai que la victoire de Quentin sublime et renforce ce sentiment que c'est la meilleure course du week-end pour moi. Ok, donc la poursuite homme pour toi, Marine. Eh ben moi, je vais dire un truc que vous attendez hyper original. Non, mais Non. vraiment, donc je vais dire le relais dames, mais aussi parce Le que magnifique relais dames. le magnifique relais dames, pas que pour la victoire de l'équipe de France. J'ai trouvé la performance de la Suède vraiment assez incroyable. Il manquait quand même 2 maillons forts de l'équipe et elles ont su faire le travail magnifiquement sur leurs 2 leaders et avec Stina Nilsson qui fait un très beau relais aussi, elles ont été chercher la 2e place et je trouve que c'était notable et également on a vu une craquante d'Anna Sola, enfin il y a eu pas mal de choses aussi à noter sur ce relais que je trouve intéressantes. Ok, ben on en parlera justement de ce relais-là tout à l'heure. Allez, on termine avec Emeric. Et ben moi, c'est le sprint dame. Ok. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première course à 10 d'Elvira sur un sprint. Enfin, c'est pas le premier sprint à 10, mais c'est le premier où elle tire avec le plein, elle a le meilleur temps de ski et on sent que pas grand chose peut lui arriver. Enfin, moi, mon ressenti. Marthe qui termine 2e, le retour de Doro sur le podium, Justine et Nanas dans le top 10, et Paula qui prend la poursuite. Donc, moi, c'est ma course du week-end. Ok, bon bah écoutez, un relais, un sprint, une poursuite, parfait. Parfait. Allez, donc on passe à la Coupe du Monde hommes, en commençant bien sûr par les hommes, hein, et bien évidemment le bleu du week-end, hein, le bleu, jaune, rouge, hein, il porte un peu tout en ce moment, ça nous rappelle d'excellents souvenirs, c'est Quentin Fillon-Maillet qui a réussi un magnifique doublé sprint poursuite hein, et qui vraiment nous impressionne par sa force mentale. La question, elle est simple. Hein. Qu'est-ce qui pourrait encore empêcher le Jurassien de remporter ce gros globe ? Mis à part le Covid, je sais pas si grand-chose va pouvoir l'en empêcher. Parce que bon, on a beau faire attention le plus possible. On en est tous... à plusieurs reprises, on en est l'exemple dans l'équipe, hein, à Marine. On a tous les deux été Covidés. Et on sait que même en se protégeant du mieux possible, ça peut arriver à tout le monde. Donc, mis à part le Covid, une blessure, je vois pas ce qui pourrait empêcher Quentin d'aller chercher ce gros globe cette saison. On voit que sur les courses, il est fort, les 2 bouts. Même si là, sur la poursuite hier, il fait une faute sur le tout dernier tir, sa première balle, là. Mais ouais. Il est trop fort sur ses 2 bouts, quoi. Tu sens qu'il n'est pas déstabilisé, peu importe ce qui lui arrive, Et puis peut-être là où il a fait la différence aussi sur cette poursuite, c'est que il avait pris l'habitude de se louper un peu sur les tirs couchés. Ouais. Donc de partir, et malgré tout il gagnait, hein, et là il sort de ses tirs couchés avec une seule faute. Là il ressort bien, il arrive bien. Ouais. Non, il marche sur l'eau un peu en ce moment. Ouais. Avant d'écouter d'autres avis, Emeric, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur ce classement général ? Oui, pas de souci. Alors, premier du général, toujours Quentin. Il garde sa première place. Il augmente même son avance. Il a presque 100 points d'avance sur Samuelsson. Donc ils ont 580 et 584 points. Et 3ème place, Emilien, donc qui descend un tout petit peu, enfin qui perd une place, quoi, et qui a 470 points. Ouais, donc clairement, là, le trou, un premier trou a été fait sur ses adversaires. Il me semble que tu as essayé de gratter un peu aussi du côté du classement réel, c'est-à-dire avec les points retirés. Qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là ? Alors, à ce niveau-là, Emilien repasse 2ème de 4 points devant Sébastien Samuelsson, puisqu'on lui retire une fois 0 points et une fois 6 points, et Samuelsson, on lui retire 23 et 1. Et Quentin, toujours premier du coup, alors qu'on lui enlève 9 points et 25 points, donc ça fait 547, 464 et 460. Ouais, donc il garde 80 points environ quand même d'avance. 83 points sur Emilien et 87 sur Samuelsson. Ok. Après, moi j'aurais quelque chose à ajouter là-dessus. C'est vrai qu'il y a le Covid,
Mais c'est vrai que je trouve, alors Samuelson, il est quand même vraiment pas déconnant comme challenger. Je pense que Emilien va être très clairement concentré sur les Jeux Olympiques et du coup va peut-être moins, enfin, il va peut-être même faire une impasse à Antols, il n'a pas encore confirmé, etc. Mais c'est vrai que pendant son interview d'après-course, après la poursuite, il laissait entendre que c'était une possibilité qu'il allait envisager. C'est vrai que Samuelson, si jamais il ne fait pas l'impasse, c'est vrai pour moi, ça reste quand même un gros challenger à Quentin, même si bien sûr Quentin fera office de grand favori, mais pour moi il y a quand même, le facteur Samuelson est quand même assez dangereux, surtout vu sa rapidité au ski, sur la piste. Donc voilà, je vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais voilà, il y a quand même ce point-là à noter. Sachant qu'on n'a toujours pas d'infos sur une possible impasse de sa part. Ouais, on sait pas. Là, on enregistre ce podcast. En tout cas, on sait toujours pas si Samuelson sera présent en Italie ou pas. Peut-être ce qui fait la différence aussi, d'un point de vue justement de s'enflammer un peu sur ce gros globe, c'est qu'on sait que Quentin est très fort sur les poursuites, les mass start, sur les confrontations directes. Et là, le fait d'être allé chercher le sprint, c'est peut-être encore une étape qu'il a passée cette semaine allemande, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que s'il commence à gagner dans toutes les compétitions, manquerait plus qu'il gagne l'individuel d'Antols, il y en a une, il me semble. Là on peut être là on est vraiment, il est passé dans une autre dimension, quoi. Ouais, non, totalement. Après c'est vrai que je sais pas, il a toujours eu du mal historiquement dans les formats justement contre la montre. Du coup, gagner une individuelle pour moi, ça risque encore d'être un peu compliqué. Après, c'est vrai que actuellement c'est le meilleur biathlète du monde, il le prouve, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça reste un argument s'il a une craquante, etc. Ça m'étonnerait pas que ça arrive ou dans un sprint ou dans un individuel plutôt qu'un tir à confrontation où justement là il commence à vraiment prendre le dessus sur cet adversaire. Alors, je vais en parler parce que sinon on va nous le reprocher. C'est vrai qu'il y avait la grande impasse norvégienne aussi sur cette semaine allemande. Mais honnêtement, est-ce que pour vous ça aurait changé des choses ou pas ? Alors honnêtement, sur la poursuite, je pense pas, dans le sens où il était lancé comme un boulet de canon. Sur le sprint, peut-être, parce que un Johannes Beu qui tire à 10 et qui est même qui est en forme sur ouais. les skis, même Tarier exactement. Ils auraient pu aller chercher très clairement, donc ça aurait pu changer un peu, mais ça aurait pas changé énormément, je pense. Et il aurait, quoi qu'il arrive, fini dans une très bonne position. Ouais. Au lieu de prendre 120 points, il en aurait pris 110, quoi. 114. Ouais. Je sais pas, mais ça aurait rajouté de la densité quand même. Il faut dire ce qui est, parce qu'on a perdu 6 biathlètes voilà, 6 top 10 probables. Oui. Mais voilà, Quentin, s'il est premier au général actuellement, c'est rien sauf un hasard. Ouais, et puis il est assez rayonnant. Enfin, on le voit après les courses. Des fois ça brûle un peu les ailes, le dossard jaune, mais là on a l'impression qu'il supporte très bien le poids de ce dossard et que pour l'instant mentalement il y a pas grand chose qui l'empêche de poursuivre dans cette lancée, quoi, clairement. Donc bon, écoutez, c'est toujours mieux de gagner quand il y a une plus grande adversité, quoi. Bien sûr. Oui, mais justement, s'imposer quand soi-disant ça paraît facile, c'est aussi important de pas relâcher, de pas baisser sa garde. On pourra en parler sur le relais, notamment. On en parlera de ça juste après. Mais ok. Donc Samuelson pour Raphaël, le Covid pour Emeric. Voilà, c'est un peu, chers auditeurs, le bilan des empêcheurs de tourner en rond pour notre Quentin national. Affaire à suivre, mais c'est vrai que là, on commence vraiment un peu à s'enflammer. On peut. On n'est pas trop franchouillard là-dessus. C'est vrai que ce soit en nombre de points, mais que ce soit sur la manière, surtout. C'est même parfois ce qui est le plus important. On peut vraiment être optimiste pour la suite. Après, ça reste du biathlon, donc tout peut être remis en cause très rapidement. Mais bon, allez, on est optimiste. Alors celui qui était deuxième derrière Quentin Fillon-Maillet, qui a même porté ce dossard jaune, c'est Émilien Jacquelin, qui a connu un week-end assez paradoxal, encore une fois. Parfait sur le relais, mais au final un échec collectif sur cette épreuve. 33 places de remontée sur la poursuite, mais c'est aussi dû à la conséquence d'un sprint loupé qui l'a fait partir de trop loin, et un dossard jaune quasiment enterré, et une confiance fluctuante au fil des épreuves. Quel enseignement retirez-vous de la semaine allemande du Villardien ? Pour Émilien, moi je trouve en tout cas que
il doute vraiment très très rapidement. Alors on sait qu'on l'avait déjà vu, mais dès qu'il y a un tout petit un grain de sable, un petit grain de sable qui vient se mettre dans la mécanique, ça devient vite ça devient vite compliqué, le doute s'installe et voilà, c'est vrai que moi personnellement j'avais émis des doutes quant à sa capacité à jouer le général quand on en avait parlé sur un podcast précédent et pour cette raison en tout cas et ça se confirme voilà au bout de 2 courses il s'est tout de suite pas démobilisé, mais tout de suite le doute s'installe dans sa tête alors qu'il est quand même deuxième maintenant 3e biathlète mondial, il a quand même un statut particulier, mais c'est vrai qu'il voilà, quand tout va bien, c'est le meilleur du monde et dès qu'il y a un petit, mais ça peut être rien du tout, une petite déconcentration et c'est ça qui fait la différence, je trouve, avec Quentin justement. Il manque un peu de résilience, ouais. Ouais, de résilience, et puis je sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit fil rouge qui s'est mis en place depuis la poursuite d'Oberhof, donc il y a eu cette fameuse mauvaise place due selon lui à un problème de matériel. Alors je sais pas trop, on n'a pas eu trop de réponses. A priori, le test qui a été fait après infirmait ce que Emilien disait. Ça rejoint un peu les propos de Fabien Claude, qui disait qu'il avait les mêmes skis. Et donc, il y a eu cet épisode-là. Donc, on peut se poser la question d'un problème physique à ce moment-là. Sur le sprint, il finit extrêmement loin. C'est vrai qu'il y a il y a ce relais. Alors, je sais pas en temps de ski ce que ça a donné ce relais. J'ai pas l'info comme ça, mais en tout cas, il y a un magnifique 10/10 qui replace l'équipe de France. Et puis aujourd'hui sur la poursuite, sur la poursuite, il parle avec le staff en sortant du pas de tir. À la fin, en interview sur la chaîne L'équipe, il se pose des questions. Est-ce que je fais bien j'ai un problème en ce moment. Est-ce qu'il faut pas changer quelque chose? Est-ce que vous pensez pas qu'il est en train un peu de préparer le terrain médiatique et en même temps à ses coachs pour ne pas être présent en Italie, faire une impasse? C'est possible. Il se pose la question en tout cas. Je suis pas sûr que ça l'intéresse de finir 2e ou 3e du général. Là, c'était son... S'il sent vraiment pas bien physiquement, vu l'avance qu'a pris Quentin, ça pourrait être logique qu'il fasse l'impasse à Antols s'il pense que c'est bon pour sa forme. Enfin. Ouais, mais c'est pas lui qui décide au final. C'est ça aussi. C'est pour ça quand je dis qu'il prépare le terrain. Non, c'est pas lui qui décide, mais j'espère que les coachs écoutent un petit peu la forme ce que disent leurs éléments quand même. Ouais. Donc on serait pas. Moi personnellement, je peux totalement me tromper, mais je serais pas étonné qu'il soit absent en Italie ou partiellement présent, ou je sais pas trop. Je le vois un peu arriver comme ça. En tout cas, lui, je pense qu'il a bien préparé le terrain pour ça. Je sais pas les gars, c'est ce que vous en pensez. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il aille quand même à Antols, entre guillemets, pour s'habituer son corps à l'altitude. On sait que le site de Pékin va être en altitude, donc peut-être qu'il peut aussi travailler là-dessus, sans forcément prendre part à toutes les courses, mais surtout qu'il me semble que du coup ils sont arrivés aujourd'hui à Antols, les Français, donc ils ont voulu prendre très rapidement entre guillemets le mal d'altitude à la source, et non, du coup ça m'étonnerait pas qu'il joue, qu'il soit peut-être préservé sur une course. Qu'il fasse peut-être que la Mastart, quoi. Non, j'allais dire. Oui, c'est exactement ça. Ah oui, non, le relais, non, ça pour à la limite préparer une composition olympique. Ouais, c'est vrai. Ouais, ce sera à voir. Bon, peut-être au moment où ce podcast sera diffusé, vous aurez déjà eu la composition de l'équipe de France. On verra ça. Pour la semaine à venir, ouais. En tout cas, on peut dire que c'est un petit peu dans les tuyaux, quoi. Ça serait pas, entre guillemets, on serait pas surpris. Ok, on va suivre ça pour Emilien, sachant que encore une fois, il l'a dit plusieurs fois, son objectif cette saison, comme la plupart des biathlètes, c'est vraiment les Jeux Olympiques, donc ça sera assez raccord avec ses objectifs. Passons au relais. On n'en a pas encore beaucoup parlé, donc en l'absence des principaux Norvégiens, la France avec ses 2 leaders qui étaient là faisait partie des grands favoris sur le relais homme, Pourtant, un patatras, l'échec a été cuisant. La question que je voulais vous poser, c'est une double question. C'est, êtes-vous inquiet déjà de cette performance dans la perspective du relais olympique? Et deuxièmement, est-ce que le débat du premier lanceur entre Fabien Claude et Antonin Guigona est relancé?
si je peux me permettre de prendre la parole en premier. Oui, bien sûr, Émeric. Vas-y. Alors, inquiet pour les JO, non, parce que les JO, c'est sur une course, on sait que tout peut arriver en bien comme en moins bien. Et là où j'aimerais surtout appuyer un petit peu, c'est je reste persuadé qu'il faut garder Antonin Guigona à la place de Fabien. J'ai absolument rien contre Fabien, mais on a déjà eu le débat il y a quelques temps à propos du relais des tricolores, quoi. Ouais. Mais je sens, je sais pas pourquoi, une plus grande sérénité dans cette équipe quand Antonin est là. Est-ce que c'est dû au fait qu'il soit le plus ancien de l'équipe, le plus expérimenté? Mais je sais pas. Il est un peu liant aussi. Ouais, il fait le lien peut-être entre Oula, il fait peut-être le lien un peu entre tout le monde. Mais je sais pas, ouais, Peut-être qu'il y a un côté aussi rassurant pour nous, simples spectateurs, avec un Fabien Claude capable de sommet, mais aussi de profondeur, hein, clairement. Hein, ses courses, voilà, même si bon, il est de plus en plus régulier. Il fait un bon week-end. Oui, il fait un bon week-end, carrément. Mais sur le relais... Antonin, on est plus rassuré parce que si au pire, il fait pas une grosse perf, il se craquera pas normalement. Enfin bon, après c'est voilà. Hein, il va pas totalement passer à travers, quoi. Il a jamais bien déçu à ce poste de premier relayeur, alors que Fabien, ça fait 3 fois qu'on le teste à cette place et pour l'instant c'est pas vraiment concluant et c'est vrai que c'est en partie ça qui a influencer la perf du relais français. Je pense que les coachs s'attendaient à ce que Emilien donne le relais à Eric vraiment avec beaucoup d'avance. Enfin, avec un peu d'avance en tout cas. Oui. C'était comme ça le plan. C'est pour ça qu'on met le soi-disant, en théorie, le moins bon en 3e. Mais enfin, ça c'est pas tout le temps vrai, mais bon. Et du coup, là, c'est vrai que Eric, il a fait le relais qu'il a fait, c'était son premier relais et c'était pas un mauvais relais, même s'il n'était pas totalement satisfait, mais c'est pas de sa faute si avec la composition qu'on a alignée, si le relais n'est pas sur le podium, quoi. Ouais. Oui, non, totalement. Et puis au-delà de ça, sur le côté, le pseudo-débat Fabien-Anto, etc. C'est vrai que pour moi le gros problème de Fabien Claude, c'est que je trouve que quand il rate un tir, quand il rate une balle, souvent ça en entraîne une autre. Enfin, il corrige pas directement. Et je sais pas si c'est juste un ressenti ou si c'est vraiment ça, mais à chaque fois j'ai le sentiment qu'il prend moins le temps entre guillemets d'analyser, il va tout tirer et après il se pose pour corriger le tir et du coup ça donne ou des tours de pénalité ou alors beaucoup de pioches à faire, alors qu'Anto justement il y a ce côté où ses tirs peuvent être beaucoup plus posés, il sait tirer très rapidement mais il sait également tirer très lentement et notamment dans les relais il est toujours très bon pour calmer le jeu entre guillemets et accepter d'avoir un peu de retard mais pour quand même redonner le relais avec peut-être 10 secondes de retard sur la tête, quoi. Et puis il y a l'aspect aussi Antonin Guigona, hein, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup pour son côté frotteur, hein, justement, hein, sur ses départs, on part tous groupés, tout ça, il est très agile sur les skis, dans les descentes, bon je connais pas encore trop la piste, hein, la piste chinoise, mais c'est vrai qu'il a aussi ce petit avantage, donc on aura peut-être parce que là on vous le dit honnêtement, hein, chers auditeurs, quand on a vu la composition, moi du moins quand j'ai vu la composition du relais bleu à Ruhpolding, pour moi c'était clair, Fabien Claude lancera le relais des JO, quoi, hein, vu qu'on faisait 3 fois de suite, hein, je crois qu'il lançait le relais. Et c'est vrai que ce tour de pénalité, d'entrée de jeu, sur un pas de tir qui est pas réputé pour sa grande difficulté, hein, même si ça reste toujours compliqué, bien sûr, un tir en biathlon, ça remet en cause, donc on aura la réponse, hein, dans la semaine, enfin on aura la réponse, on verra ce qui est décidé par les coachs à ce moment-là, quoi. Et si je peux juste rajouter quelque chose... peut-être que Antonin, à l'image d'une Lisa Vitozzi, sait aussi se sublimer en relais, même si quand on n'est pas toujours au top individuellement, je veux dire, Lisa, peu importe ce qu'elle fait sur une course individuelle dans le week-end, sur le relais, elle est toujours là. Enfin, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Et Antonin, sur ce poste de premier relayeur, je me souviens pas l'avoir vu décevant. Ouais, mais alors aussi peut-être qu'une question des entraîneurs, c'est Antonin ne fera peut-être aucune course sur ces Jeux Olympiques. Donc est-ce que le mettre uniquement sur un relais, c'est bon pour le rythme, la concentration, ça peut être aussi une question qui se pose. Ils seront meilleurs juges que nous pour ça, je ne sais pas. pas. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Oui, totalement. Avant de clôturer ce sujet relais, un petit mot sur Eric Perrault et sa semaine en général. Donc sa semaine, elle a été décrescendo, hein, on va dire. Elle a très très bien commencé avec un beau top 10, et puis un temps de ski 10 sur 10 parfait. Un relais plus compliqué, en même temps pas simple, c'était son premier, il part en troisième, il est bien replacé, donc il part avec un peu de pression. Et puis là, la poursuite a été un petit peu plus compliquée dans l'ensemble. Ouais. Ça reste... Non, grosse performance, on a vu que c'est le 6e tricolore le plus jeune à faire un top 10 en Coupe du Monde, c'est ça, Marine, il me semble. Ouais, c'est ça. Enfin, ça confirme plein de choses qu'on savait déjà sur lui. C'est de bon augure pour le reste de la saison. Après, on voit que sur la longueur d'un week-end en entier, c'est encore un petit peu dur pour lui, quoi. Sur 3 courses. Surtout avec 3 courses, c'est ça. Sur 3 courses, c'est compliqué. Il va falloir qu'il se fasse un peu... Ça a été la surprise qu'il soit titularisé sur ce relais. Et c'est aussi, il a certainement été récompensé de sa performance sur le sur le sprint. Mais bon, c'est vrai que là, il devrait être tranquille pour sa 6e place quand même dans l'équipe de France pour les semaines à venir. Enfin, normalement. Vu ses résultats, après, on verra qu'en IBU Cup, ça pousse dur aussi. Allez, on ferme le sujet bleu, on va quand même parler des autres biathlètes hommes du week-end. Alors, pas de tous, rassurez-vous, mais on va parler de la Norvège, notamment, qui était privée de ses 6 biathlètes habituels pour cause d'impasse olympique. Donc même si les Norvégiens se présentaient à Ruhpolding avec, on va dire entre guillemets, des seconds couteaux, mélange de jeunes prometteurs, mais aussi de revanchards, à l'image de Bjørn Tøgaard ou de Johannes Dahle. On était quand même assez impatients de voir ça, ces pépites norvégiennes en action, et pourtant, au final, c'est un peu la déception, les résultats n'ont pas été bons. Est-ce que vous êtes déçus ou pas du tout surpris par ces performances norvégiennes à Ruhpolding ? Si on met tout le monde dans le même panier, c'est compliqué quand même à analyser. Ouais. Parce qu'il y en a, oui, qui ont peut-être un peu déçu, notamment 3 en particulier. Et par contre, les 3 autres, on sait qu'ils sont jeunes, c'est un peu plus logique. Mais quand tu vois que sur ces 6 biathlètes-là, sur les 2 courses individuelles, il n'y a que 2 top 20, une 11e place de Alexander Anderson et la 15e place de Bjørn Tøgaard. Eux deux plus Dahle qui fait même pas mieux qu'une 28e place sur la poursuite. La part de ces 3-là, c'est un petit peu décevant. Même pour Dahle, c'est clairement décevant, parce que là, il avait une bonne opportunité de se refaire la cerise en Coupe du Monde. Bjørn Tøgaard, on sait depuis quelques temps que c'est déjà, depuis l'hiver dernier, que c'est compliqué et qu'on le revoit un jour vraiment en place de titulaire en Coupe du Monde. Et après, pour les 3 autres, Bogotveit, il est plus vieux, mais lui, il a déjà laissé passer sa chance il y a quelques années, donc je suis ni déçu, j'en attendais rien vraiment de lui. Et après, Aspenes et Jofman. Il n'y a pas Aurélie pour nous dire comment ça se prononce, mais... Jorde. Faut pas... Non, je me fais pas de soucis pour eux, je suis pas surpris, quoi. Mais faut bien faire la part des choses quand même entre chacun de ces Norvégiens-là, alors, petite stat que j'ai notée. À E6, il marque 93 points sur l'ensemble du week-end. C'est moins que Quentin, c'est moins que Anton Smolski, et c'est à peine plus que Vytautas Strolia, le Lituanien, qui en marque 83, si je me trompe pas. Okay, donc, bon, ça restera quand même une semaine difficile pour cette équipe B, on le rappelle encore une fois. Après, c'est une B prime, Si on peut rajouter, sur la poursuite, il n'y en a pas, à part, je crois qu'Aspenes, il est remonté, ils ont été dans le dur, mais je pense il faut pas oublier qu'il y a eu quand même une aventure rocambolesque sur le relais qui a sûrement entamé largement leur confiance, alors que clairement ils avaient une équipe, je pense, pour jouer autre chose que cette 7e place qu'ils ont récupérée, ou 6e, je sais plus. 6e place récupérée à la dernière minute parce qu'on leur a remis du temps, etc. Je pense qu'il y avait matière à faire bien mieux que ça.
Et aussi, je pense que ça montre que, voilà, ils gagnent tout en IBU Cup, mais la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exigeant, donc il faut, Alors, à leur décharge aussi en Norvégien, pas oublier, donc c'est une équipe B qui monte, mais la moitié de cette équipe B a été entre guillemets détruite l'année dernière avec quand même la montée de l'Aigrid, donc on sait ce qu'il a fait. Et puis cette année, Bakken et aidez-moi le troisième. Philippe Andersen. Philippe Andersen, oui. Exactement. Et ces trois-là, l'Aigrid c'était l'année dernière, mais en tout, ces trois-là, ils ont dépeuplé l'équipe B et en équipe A, ils cartonnent quoi. Donc forcément, ils ont un réservoir qui est. Ouais, ils ont un réservoir qui est incroyable. Donc quand on puise dedans, forcément, après on va puiser dans un autre réservoir pour faire monter en B, tout ça. Donc à voir. Après, je suis d'accord avec toi, Aymeric, bien sûr. Dalleux, Dalleux, c'est triste, mais ça va plus du tout. Ouais. Et puis Bjørntegard, c'est compliqué aussi. Donc c'est vrai qu'il faut un peu séparer les deux, mais je sais pas, moi je m'attendais à voir, ils nous surprennent tout le temps. On s'attendait à les voir un peu mieux quand même, ouais. Ouais, je m'attendais à voir un des plus jeunes faire un petit top 5 ou un truc, nous claquer un truc là qui allait encore nous faire dire, mais ils sont fous, ils sont incroyables ces Norvégiens quoi. Mais écoutez, ils auront. Ça rappelle l'exigence du niveau Coupe du Monde quoi. En IBU Cup, ça passe avec 8, 9 sur 10. Là, Ruhpolding, c'était 10 ou rien quoi. Et puis on dit jeunes, les plus jeunes, ils ont quand même 24 ans. C'est pas ils ont pas 19 ou 20 ans quoi. C'est pas des Eric Perrault. Oui, c'est ça. C'est pas des Eric Perrault. Aymeric toujours un petit rappel. Eric Perrault. Non, par contre, celui qui n'a pas déçu cette semaine, cette semaine allemande, il vient de Lituanie. Tu en as parlé, Aymeric, c'est Strolia. Vytautas Strolia, ouais. Ah ouais, qui nous a fait une semaine assez incroyable, 4 et 5 ou 5 et 4, c'est ça, je sais plus. 4 et 5, ouais. 4 et 5, ouais. Donc le pauvre, t'en as parlé, Raph, en début de podcast, on l'a vu se faire manger par des gens, des biathlètes sans scrupules sur le dernier tour de la poursuite. C'est vrai qu'il a dû être long pour lui ce dernier tour, mais cérémonie des fleurs quand même. Il a tenu le coup alors que tout le monde revenait le couteau entre les dents. Donc voilà, on va pas épiloguer, mais on souligne la belle performance du Lituanien en Allemagne. Allez, on va fermer pour les hommes. On ferme le banc, on passe à ces dames. Eh bien, on va parler des Bleus aussi. Donc, magnifique performance en relais pour les Françaises avec une deuxième victoire cette saison. Alors, certes, les Norvégiennes étaient un peu diminuées par les absences. Et les Suédoises, on en a parlé aussi tout à l'heure. Mais à quasi 2 semaines de l'ouverture des JO de Pékin, est-ce que pour vous, c'est une performance qui fait des Bleus les grandes favorites du relais olympique ? Alors, grande favorite, je sais pas. En tout cas, parmi les favorites, c'est sûr et certain. Elles nous ont fait le coup. Là, c'est quand même leur deuxième victoire en relais, sachant que le premier, il y avait quand même toutes les équipes A, donc, c'est pas non plus. Et là, c'était pas non plus une victoire au rabais. Elles ont tenu leur rang. Et puis, on peut noter quand même des superbes prestations. Des titulaires, classiques, donc Anaïs Chevalier-Boucher, Justine et Julia. Même Chloé qui nous fait un super relais qui permet de remonter un peu. Les deux pioches de sa sœur, mais non, du coup, je pense que la composition du relais est quasiment finie, même si je pense que Anaïs Bescon rentrera dans ce relais à la place de Chloé. Pour moi, c'est sûr que là, le relais tourne bien. On sait qu'il y a 5 filles qui peuvent faire gagner la course, et je les mets facilement sur le podium. On va dire des favoris. Alors oui, je suis d'accord avec Raphaël. Elles font partie des favorites, mais c'est sûr que il faut je les place dans les favorites, mais il y en a plusieurs des favorites. Et pour moi, elles sont favorites, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, et elles ont fait une excellente performance malgré l'absence de leur leader. C'était donc les Suédoises, donc qui je pense sont peut-être plus favorites. Déjà, elles sont vice-championnes olympiques, les Suédoises. C'était d'ailleurs Anna Öberg qui avait replacé le relais de manière assez incroyable sur le podium et qui avait déposé justement Anaïs Bescon dans le dernier tour alors que la France était deuxième. Mais pour moi, la France est plus favorite à la médaille que il y a 4 ans où elles avaient fait donc la médaille de bronze. Donc après, on sait que à Pékin, les conditions seront comme à Pyeongchang très particulières, mais elles font vraiment partie des équipes favorites et en même temps elles ont gagné
2 des 3 relais féminins. C'est ça. Et elles ont fini sur le podium de l'autre. Et voilà, donc, elles sont pas descendues du podium cette année. Il y a beaucoup de densité. On a nos 4 top athlètes dans les 15 premières du général, enfin même dans les 13 premières du général. On en a 2 dans le top 10, des filles expérimentées, des filles qui vont vite, des filles qui tirent vite. Enfin, il y a un peu de tout. Et on a un beau relais, en tout cas dense. Et le fait que les filles aient gagné le relais, c'est cette semaine, la semaine dernière plutôt, alors qu'elles étaient favorites, ça montre aussi que finalement elles ont su tenir cette pression qu'on leur a peut-être un peu mise, je ne sais pas, mais elles étaient attendues, elles étaient l'équipe qui n'avait pas fait d'impasse. Anaïs Bescon avait fait une impasse, mais tout le monde, beaucoup de nations aimeraient avoir Chloé Chevalier dans son relais. Donc voilà, ça c'est pas du tout. C'était comme une équipe A. Voilà, Anaïs Bescon avait fait l'impasse, mais c'était comme une équipe A. Et voilà, il y avait pas les sœurs Heuberg, etc. Donc elles étaient annoncées favorites et elles ont pas déçu. Et à ce compte-là, elles ont su tenir la pression et ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'elles ont répondu présentes. Ah bah c'est sûr, parce que bon, on va pas se mentir non plus, c'est vrai qu'à armes égales peut-être face à la Suède, si la Suède est à 100%, je parle pas en 100% au niveau des filles dans le relais, mais au niveau des résultats, avec très peu de fautes, choses comme ça, ce sera quand même très compliqué de les concurrencer, donc les Françaises devront garder le même niveau qu'elles avaient sur ce relais, quoi, ça c'est sûr. Mais bon, ça, en tout cas, ça donne de la confiance, donc on suivra ça de près. Alors sur un plan individuel, pas de boîte pour nos Françaises cette semaine, mais une belle performance d'ensemble, notamment pour Anaïs Bescon, Justine Brézaboucher ou encore Julia Simon qui a réalisé une belle remontée sur la poursuite. Est-ce qu'il y a une performance d'une de ces bleues qui a plus retenu votre attention qu'une autre ? Oui. Alors qui Marine, qui ? Oui, non mais vous allez encore dire non mais franchement il y a de quoi. Moi donc pas forcément, mais c'est Justine parce que contrairement à toutes les autres, elle avait fait un week-end à Oberhof où ça ne s'était pas du tout bien passé, et là elle a réagi comme il fallait et elle a fait le job sur le relais. C'est elle qui place la France en tête et qui donne le relais en tête à Julia, et elle fait 2 top 10 avec une prestation solide derrière la carabine sur le sprint. Sur les skis, elle est encore et toujours là, et sur la poursuite, on savait que l'erreur coûtait cher, mais c'est le meilleur tir qu'elle a fait en course à 4 tirs cette saison, et si c'est pas parfait, au moins il y avait pas de double faute, c'est à perfectionner, mais je retiens ce rebond et cette belle réaction de sa part en tout cas. Ouais, ça a bien tiré parce que c'est vrai que elle était 5e avec une faute sur le sprint. Elle fait seulement, entre guillemets, 3 fautes sur la poursuite, ce qui est mieux que ce qu'elle a pu faire auparavant, et elle finit 9e. Donc ça veut dire que devant aussi, c'est très bien tiré. On savait qu'il fallait être à 17 sur 20. À Oberhof, ça fait, comme Marie l'a dit, à Oberhof, ça fait une belle poursuite. À Ruhpolding, c'est pas suffisant pour espérer la boîte, mais Justine le savait. Une autre Française a retenu votre attention ? Ouais, moi je vais parler d'Anaïs Bescon, qui est toujours là. Elle nous fait, je crois que au total elle a fait 7e et 5e, ce qui est quand même 4e pardon, ce qui est quand même assez impressionnant. Elle nous fait une poursuite. On sait qu'elle aime les poursuites, on sait qu'elle réussit toujours bien dans ses exercices. Là, c'est vrai que si elle avait pas raté cette balle, c'est vrai qu'elle aurait pu jouer pour le podium, mais globalement, elle fait quand même une course très très jolie, des tirs assurés, mais qui rentrent. Elle fait 19 sur 20, donc. Puis des retours aussi dans les tours entre tirs. C'est ça. Elle a bien skié. Elle a cramé pas mal, Ouais. Alors, elle fait le 15e tour de ski sur le sur le sprint, mais sur la poursuite, je sais plus. Le 7e. Mais 7e, voilà, ça. Après, sur la poursuite, peut-être qu'elle a pas besoin de trop accélérer sur la fin non plus. Des fois, exactement. Les poursuites, c'est toujours dur à analyser en ski, ouais. Mais globalement, on sentait qu'elle était quand même là sur les skis, elle termine 5e meilleure scoreuse de points au total sur le classement général. Donc, ce qui prouve qu'elle a vraiment sa place dans le top 10 du classement général. Et pour moi, c'est très impressionné d'Anaïs Bescon qui n'en finit plus de nous impressionner année après année, quoi. Est-ce qu'elle nous fait pas sa meilleure saison individuelle, Anaïs Bescon ?
Ah là, je pense, ouais. Ça peut être intéressant de vérifier, hein, mais c'est vrai que je me souviens pas l'avoir vu dans le... Enfin, bon, la saison n'est pas finie, mais elle est quand même bien avancée à ce stade-là de la compétition. Je me souviens pas l'avoir vu aussi bien classée, hein, je peux me tromper. On vérifiera, ouais, c'est ça. En moyenne, elle est 13,5e sur cette saison, ce qui est 1,5 place en moyenne mieux que l'hiver 2017-2018. Qui était son meilleur magnifique, Émeric, vous voyez, il nous fait ça en temps réel. Qui était déjà un hiver olympique. Voilà, ça. Ouais. Où elle avait terminé 7e au classement général. Donc, elle se sublime sur ces années-là. Ok. Un petit mot sur la petite dernière de l'équipe de France, Paula Beauté, Marine. Oui, Paula, qui réalise encore un week-end où on l'attendait, j'ai envie de dire. Elle a su faire le job sur le pas de tir. Après, c'est vrai que après on a un peu plus de recul du coup avec 2 week-ends de suite sur ce que peut donner Paula en Coupe du Monde. Au tir, vraiment, elle fait le job. Sur les skis, c'est encore un peu tendre. Ouais. À Oberhof, c'est vrai que c'est une piste compliquée pour commencer, donc voilà, elle était loin et ça pouvait se comprendre. Mais Ruhpolding, c'est une piste qui fait moins d'écart et elle est quand même. Enfin voilà, c'est pas facile sur les skis de toute façon, même sur cette piste. Donc voilà, après Paula est jeune et elle a le temps de progresser à ski, mais on sent qu'il y a quand même un écart avec la majorité des filles de la Coupe du Monde, mais elle a pris de l'expérience et elle a je pense fait son maximum sur toutes les courses. Donc c'est ce qu'on attend d'elle. Elle a fait au mieux. Il manque peut-être les petits points cette semaine, hein, pour Ouais, c'est vrai que c'était assez... Elle a quand même très bien tiré parce que c'est pour ça que je trouve que ça met encore plus on va dire en exergue, c'est le fait que à ski c'est encore trop bleu, si j'ose dire, parce que voilà, à 10 sur 10 c'était dans la poursuite, mais à 9 sur 10 ça ne rentrait pas, donc c'est compliqué quoi. Mais enfin je veux dire pour des premières sorties en Coupe du Monde, pour des premières sorties en Coupe du Monde, c'est tout à fait normal. Il y a des Ripero ou même des avant elle Justine, il y en a pas 25 quoi. Il n'y en a pas 25. Alors ce qu'elle jouera pas en tout cas, hein, pour la beauté pour l'instant, c'est le général, hein. On va faire un petit point là-dessus chez ces dames. Tiens Émeric, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel du top 3? Ouais, ça va aller vite, hein. Ça n'a pas bougé. Juste l'écart de Marthe qui a légèrement augmenté. Enfin, non, il a même pas augmenté parce qu'elle concède 6 points puis 1 et 2, elle reprend 6 points. Et Alim Bekava toujours 3ème. Toujours 3ème, hein, donc. Et côté bleu, Nanas 7ème, Anaïs Chevalier 8ème, Justine 11ème, Julia 13ème, Chloé 29. Donc on a toujours cet écart de 88 points au réel. Émeric, tu nous as fait ça aussi pour les dames? Alors, si on retire les 2 plus mauvais résultats, donc Marthe, on lui retire 31 et 29 points. Quand donc, même. Soit une victoire, quoi. Et alors qu'Elvira, on lui retire 23 et 24. Sauf que, bon, on sait très bien que normalement, ces 2 filles ne seront pas en Italie, normalement. C'est en ça. tout cas, pour Marthe, on en est certain. Elvira, on ne sait pas encore, peut-être. Normalement, elle devrait pas y être. Hein. Ouais. Elle devrait pas y être, donc voilà. Elle a largement le temps de jouer encore le général. Elle est née en 99. Hein. Oui. Donc on va avoir 2-0 qui vont leur être retirés en fait du coup, donc sur le classement réel en fait. Ça bougera pas. Ouais. Normalement ça ne bougera pas. Du coup statu quo, hein, tu l'as dit Émeric, en tête du général avec des performances quasi similaires, hein, pour Marthe Reusland et Elvira Heuberg. Les 2 biathlètes devraient être absentes à Antholz pour préparer les JO. Est-ce que pour vous il y a quand même tout de même des enseignements à tirer de cette semaine allemande dans la course au gros globe? Comme on vient de le dire, hein, il y a eu statu quo, donc moi j'ai envie de répondre non. Non, parce que c'est Marthe, elle est en préparation, on sent qu'elle est en mode préparation pour les JO. Et dis donc. Peu importe qu'elle soit en préparation ou pas, elle domine. Avec Elvira, elle domine toutes les 2 les courses. Il y a quand même quelques temps. Il y a quand même, enfin bon, je sais pas, je pense que Marine voudra réagir. Hein. Il y a quand même un facteur qui est assez important. Bon, déjà il y a un 30 sur 30.
ce week-end, ce qui est jamais négligeable. Ouais, mais c'est parce qu'il y a son mari derrière la jumelle, c'est pour ça. D'accord. Elle veut pas le décevoir. Donc déjà il y a cet aspect-là, donc et surtout en fait on a l'impression, enfin elle a clairement fait comprendre à Elvira Heuberg que si elle tirait pas à 10 sur 10 ou 20 sur 20 en course, elle lui passerait pas devant quoi. Enfin il y a eu, pour moi il y a quand même eu une petite emprise psychologique là-dessus. Elvira fait un super week-end, elle repart de Ruhpolding, elle a pas repris un point alors qu'elle a fait 1 et 2. Enfin ça doit être dur quand même, hein, Marine, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. Elle a pas lâché de terrain sur ce. Bah c'était sûrement pas ça dans sa tête, mais elle est tellement imperturbable cette saison. Marthe, enfin je la trouve impressionnante. Elle dit qu'elle joue pas le général, mais elle gratte des podiums à chaque. Enfin elle gratte. Elle va chercher des podiums à chaque sortie ou presque, à chaque étape. Elle gagne des poursuites à 20 sur 20. Elle doit avoir un pourcentage de réussite au tir au-dessus des, ils étaient quoi, vers les 92%. Enfin, c'est monstrueux ce qu'elle fait. Et en plus, c'est pas la grande Marthe à ski qu'on a pu connaître, notamment la saison dernière où c'était la seule qui pouvait faire jeu égal avec Tyrrell de temps en temps. Et justement, c'est d'autant plus fort. Et en fait, c'est la biathlète complète. Voilà. Elvira, elle est exceptionnelle, mais il lui manque encore, ça s'appelle l'expérience, je pense. Mais non, Marthe, elle fait du grand Marthe cette saison et c'est très agréable à voir. Ouais, ce pourquoi je disais quand je tire pas d'enseignement, c'est que on savait déjà qu'elle était meilleure et elle fait que confirmer quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est une confirmation. Ça confirme ce qu'on pensait déjà. Mais il y a une étape de plus qui est passée. Voilà. Et voilà. Au final, avec 1 et 2, elle reprend rien. Donc d'accord. Bon on verra ça. La question à 300 000 €. Si elles sont absentes les deux en Italie la semaine prochaine, il y a une Bélarusse du nom d'Alim Bekava qui a une 120 points environ de retard, soit 2 victoires. Est-ce que vous n'y croyez toujours pas, ce scénario du retour d'Alim Bekava juste avant les JO? Même si elle revient pour moi après, il reste encore 4 étapes, une dizaine de courses derrière les Jeux Olympiques. Donc quand bien même elle reviendrait un peu derrière Marthe, je la vois clairement pas remporter le général. Par contre, quelque chose qui est très notable avec Alim Bekava, c'est sa régularité. Elle n'a été que 2 fois en dehors du top 10 depuis le début de la saison. C'était pour une 15e et 18e place. Enfin, pour moi, ça reste monstrueux. C'est sa régularité. Ça peut lui faire mal, ça, tes chiffres, Raph, d'ailleurs, sur le classement réel. Hein. C'est ça. On est sur au jeu des résultats retirés, elle est à 144 points. Donc, ah ouais, quand même. Même si elles font les impasses, ça reste difficile. Je sais pas, je m'enflamme pas, ça fait plusieurs fois que je vous pose cette question. Bon, j'ai bien compris que vous avez pas trop envie d'aller dans mon sens. Mais je sais pas, elle peut, même si elle fait 2 et 3 en Italie, ça pourrait être sympa d'avoir un après-JO qui débute avec 3 biathlètes, 3 biathlètes, non, Elvira est un petit peu plus loin, mais d'avoir une biathlète qui a une 30aine de points de Marthe avant d'attaquer le dernier sprint de la saison, quoi. Ça peut être... j'y crois pas trop, hein. On a fait 13 courses, il en reste 9. Très bien. Même s'il n'y a pas Marthe, on n'est pas sûr qu'elle fasse 2 et 3, hein. Il y aura pas, c'est ça. Les sœurs Heuberg, mais le circuit est dense, nous oui, elle est régulière. Elle est régulière, mais elle monte pas souvent sur le podium non plus. Et il lui manque toujours un petit truc. Et le podium, c'est quand même la façon de marquer des gros points, quoi. C'est vrai. Clairement. Bon, je la mets de côté, cette question, mais peut-être qu'elle ressortira au prochain podcast. Hein. On sera prêt à la recevoir. Ok, bon allez, on va clôturer pour la Coupe du Monde. Juste un petit point, Aymeric, sur le dossard bleu. Voilà, où les jeux sont plus que faits. C'est... Ouais. Il n'y a aucun suspense. Samuelsson toujours en tête chez les hommes devant Legrid et Bakken avec un peu plus de 140 points d'avance. Et Elvira qui a carrément presque 230 points d'avance sur Davidova et plus de 300 sur Vanessa Voigt. Ok. On n'a pas parlé des petits globes, hein, c'est un peu tôt encore. Il y en a un quand même auquel je pense, celui de la poursuite chez les hommes. Ça doit quand même commencer à sentir bon. Non, étant donné qu'il en a gagné 4 sur 4. Ouais. On parle de Quentin pour ceux qui n'ont pas capté. Ah oui, bien sûr, on parle de... Ah mince, j'avais pas compris que vous parliez de lui. Non, 4 sur 5, excuse-moi. Oui, et puis même, pareil pour Marthe, hein, Marthe qui a 49 points d'avance
au classement de la poursuite sur Elvira. Enfin pareil, pour moi les globes de la poursuite sont quasiment déjà donnés. Donc ouais non c'est à moins grosse craquante sur les 2 dernières poursuites, c'est vrai que je vois mal les petits globes leur échapper. Après, voilà, on le rappelle, la poursuite, faut se méfier parce que la poursuite est conditionnée par le sprint. Donc, on n'est jamais à l'abri de rien du tout, franchement, en biathlon, mais c'est un truc de fou. C'est vrai. 50 c'est points, vrai. Après, je trouve pas ça assez grand. Enfin, tant que c'est voilà. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, ça serait pour Quentin Fillon-Maillet, on a parlé du gros globe, mais ça serait aussi peut-être son premier petit globe en carrière, il me semble individuel, qu'il n'en a. Ouais. Oui, c'est jamais eu. sûr. Oui. Donc voilà, bon on continuera à suivre ça de près dès cette manche en Italie. Allez, on passe à l'IBU Cup. Des beaux résultats d'ensemble de l'équipe de France. Émeric, tu vas nous faire justement un petit point sur ces courses de la semaine. Ouais, pas de souci. Donc on a commencé avec des individuels courts. Et donc chez les dames, pour ses tout débuts en IBU Cup, c'est sa première saison où elle est donc sélectionnée en IBU Cup. Océane Michelon qui fait un top 10 en terminant tout juste 10e. Très belle course de sa part. Chez les hommes, on a Oscar Lombardo avec un magnifique 20 sur 20 qui prend la 7e place. Ensuite, on a eu un sprint dame qui a vu la première victoire en eBay Cup de Camille Benet avec un incroyable 10 sur 10 et un fabuleux temps de ski. Elle a été accompagnée à la cérémonie des fleurs par Guilone Guigona qui tire elle aussi à 10 et qui prend la 4e place. Et on avait Caroline Colombo donc qui finit 9e avec un 8 sur 10 et un super temps de ski. La course des hommes, elle a été reportée parce qu'il y avait énormément de vent. Elle devait se courir le vendredi, elle a été courue le samedi. Et c'est Émilien Claude, encore un Français qui s'impose, qui remporte lui aussi sa première victoire en eBay Cup. Alors on y reviendra après parce que il a quand même bénéficié de bonnes conditions comparées à ses adversaires. Et donc la même journée, on a eu la poursuite dames, qui a vu donc 2 tricolores encore dans la cérémonie des fleurs, à savoir Caroline Colombo 5e et Camille Benet 6e. Et aussi la belle remontée de Sophie Chauveau qui reprend, il me semble, 31 places pour finir 10e. Une bien belle semaine donc des BU Cup qui suit d'autres semaines qui ont été belles dans l'ensemble. C'est vrai que les Français font des belles perfs cette année dans cette discipline. Je sais pas si vous voulez dire quelques mots pour ceux qui ont suivi ces courses-là cette semaine. Alors, juste pour revenir rapidement sur la victoire d'Émilien Claude, je n'enlève rien à sa superbe performance et à sa victoire. Mais en suivant la course avec Romain, on peut voir sur le data center de l'IBU la puissance, la vitesse du vent en temps réel. Et on s'est rendu compte effectivement, et on peut le voir aussi sur le replay vidéo de la course, parce qu'ils mettent des petits highlights sur le YouTube de l'IBU, que sur son premier tir couché, donc il a un vent mais qui est régulier, il n'a pas de bourrasque, donc il a réussi à passer entre les mailles du filet, si je peux dire. Et sur son tir debout, il arrive à un moment où il n'y a pas de vent du tout, alors que en partant un dossard 1, bien sûr, il était tout premier de la course, alors que l'ensemble quasiment de ses adversaires potentiels à la victoire, eux, ils sont tous passés à des moments où il y avait des énormes rafales, donc... Un petit facteur chance, mais ouais, bon, il y a eu un facteur chance... La chance, elle tourne. Ouais, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais après, j'enlèverai à sa victoire. Il fallait quand même, voilà, faut faire le 9 sur 10 de toute façon. Ouais. Parce qu'il est quand même toujours généralement dans les top 10 des meilleurs temps de ski. Donc, non, et puis faut c'est pas non plus people rigolo. Il faut prendre en compte aussi le fait que les Norvégiens étaient montés en Coupe du Monde, donc aussi il y avait moins de densité d'un point de vue scandinave. Donc non, c'est vrai que ça peut jouer aussi, mais après c'est sûr, c'est sa première victoire en IBU Cup, il me semble en plus. Oui. Donc du coup voilà, ça reste quand même une super course de sa part, quoi. Ok. Moi, tu l'as dit, Émeric. Oui, vas-y, Marine. Oui, bien sûr. Juste revenir sur. Moi, j'avais envie de souligner le beau, on va dire, le beau double week-end d'Océane Michelon qui, enfin voilà, c'est ses premières sorties en IBU Cup. Elle est encore junior, elle est junior première année. Et ses temps de ski sont vraiment honorables pour une fille qui a que 19 ans. Et voilà, un premier top 10 en IBU Cup, je trouve que c'est à noter. C'est vraiment, elle s'est battue. Elle était vraiment à sa place dans cette équipe d'IBU Cup, pourtant beaucoup plus expérimentée qu'elle sur le circuit. Ok. Et donc, oui, vas-y, Émeric.
Ouais, juste un petit mot aussi sur Camille Bénet, du coup. Bah oui, bien sûr. Je sais pas si tu voulais passer à ça, peut-être, ouais. Bah, si, c'est ça. Je voulais pas parler de ses performances en tant que telles, mais je voulais parler d'une interview. Mais vas-y, si tu veux dire un mot, vas-y. Oui, bah, elle avait bien commencé son week-end à Horsby, Bresno-Horsby, là-bas. Et bah, elle a connu un petit creux sur l'individuel court. Oui, c'est difficile à prononcer. Et elle va décrocher sa première victoire en carrière. Et elle a eu la gentillesse d'accorder une belle interview à Romain, hein, faut le dire. C'est lui qui l'a interviewé. Et c'est de très bon augure pour les échéances là qui vont arriver, avec notamment les championnats d'Europe. Donc on lui souhaite tout le meilleur. Et oui, et puis on la remercie d'avoir répondu à nos questions. Et bien sûr, cette interview, vous la trouvez sur le site biathlonlife.com. Elle est parue dimanche, je crois. C'est ça. C'est ça, exactement. Ok, bon le ciel est bleu en ce moment, j'ai envie de dire, donc pourvu que ça dure, à moins de 2 semaines des Jeux Olympiques. En revanche, pour pas du BU Cup la semaine prochaine, Aymeric, mais les championnats d'Europe juniors. Ouais, voilà, je parlais du coup des championnats d'Europe de Camille Bénet, c'est les championnats d'Europe qui se tiendront, mais dans 2 semaines à Harbour. Ah, c'est dans 2 semaines. Pardon, excuse-moi. Oui, les championnats d'Europe du BU Cup. Mais les championnats d'Europe dont tu parles, les championnats d'Europe juniors, donc, qui commencent mercredi, donc à Pokljuka en Slovénie, un site qu'on connaît bien en Coupe du Monde, les biathlètes sont habitués d'y aller. Donc ça commence mercredi avec des individuels. Ensuite, jeudi, on aura des relais mixtes simples et un relais mixte normal. Vendredi, pas de course. Et samedi, dimanche, on aura le droit au doublé normal en biathlon, le sprint poursuite. Quelques noms de biathlètes français qu'on retrouvera dans ces championnats? Eh ben, Edgar Geny, Fanny Bertrand, Jeanne Richard. Ok. Chloé Bénet, la sœur de Camille, il me semble qu'elle est sélectionnée aussi. Il y a Jacques Jeffries, il me semble. D'accord. Bon, et nous excuserons tous ceux qu'on n'a pas... Alors, disons qu'il y a des noms qui sont déjà en équipe junior... donc qui ont déjà porté la tunique bleue, et d'autres pour qui ce sera la première fois. Il y a 7 biathlètes féminins et 7 masculins, donc ça a laissé la place pour pas mal de jeunes. Alors malheureusement, encore une fois, pas de diffusion prévue à l'horizon pour diffusion télé pour ces épreuves, mais bien évidemment, tous les résultats seront à suivre sur biathlonlife.com. Alors normalement, si tout se passe comme prévu, avec Romain, on devrait faire des lives sur Twitch, et Marine, tu es invitée si jamais... Le retour des lives Twitch, vous l'écoutez, vous avez entendu Aymeric, à confirmer, mais si tout va bien, notre doublette, voire notre triplette sera présente pour vous commenter ces courses. En live audio, on aura le data center. Voilà, via Twitch, des courses qui se dérouleront, il y a deux horaires, 10h30 et 14h, donc comme ça il n'y aura pas de... C'est ça. Pas de surprise. Ok, du côté de la Coupe du Monde, on en a largement parlé. Cette semaine, c'est la semaine italienne. On va faire un tour à Antols, un site qu'on apprécie énormément, même si malheureusement, encore une fois, ça se passera sans spectateurs. Au programme, Aymeric, de cette semaine dans le Tyrol. Ça attaque jeudi à 14h15 avec un individuel homme, suivi vendredi d'un individuel femme à 14h15 lui aussi. Le samedi, on aura le droit à la Mass Start Homme à 12h50 et le relais femme à 15h. Et enfin, le dimanche, le relais homme à 12h15 et la Mass Start Femme pour clôturer ce week-end italien à 15h15. Alors j'entends déjà certains auditeurs dire « Ah non, jeudi, vendredi, 14h15, c'est quoi ces horaires? On peut pas suivre. » Eh bien, n'oubliez pas, on vous le propose depuis le début de l'année. Nous avons maintenant des lives sur biathlonlife.com pour les courses en semaine, justement pour les gens qui ne peuvent pas suivre, mais qui ont quand même leur ordinateur allumé et qui peuvent furtivement regarder sans voir leur patron leur tomber dessus. Non, trêve de plaisanterie. Voilà, vous avez possibilité de suivre les lives écrits sur biathlonlife.com. Donc surtout, n'hésitez sublime patte du patron. Ah oui, et là c'est le patron qui fait chauffer le clavier. Patron en personne. Voilà, c'est ça. C'est beau. C'est ça. Il est très content que ça soit des courses chronométrées pour l'instant.
Ouais. donc voilà. Bon bah écoutez, vous pourrez suivre donc ces deux individuels hein, sur le site internet biathlonlive.com. Bah écoutez, je pense que le tour est fait hein, de cette actualité bouillante. Merci Raphaël, Aymeric, Marine de votre participation. Merci à toi. Merci à toi. Avec on va retourner manger des cacahuètes. Hein. Ouais. Et voilà, Oh, punaise. c'est ça, certes. Ouais, et puis bah, écoutez, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Merci bien sûr à tous les auditeurs et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Ciao tout le monde. À bientôt. Salut à tous.